constituer le noyau de notre atome. Alors, les modèles, au niveau de l'historique, quelques modèles qui ont commencé, qu'on a introduits pour pouvoir décrire les atomes. Alors, il y avait le modèle de Thomson. Alors, ce modèle-là, on vous dit qu'il ressemble à une orange. Voici le modèle. Alors, et à l'intérieur, donc, il y a des particules positives et des particules négatives. Il y avait un autre modèle, le modèle de Perrin. Alors, ce modèle-là, il est basé sur le fait que notre atome serait comme un système solaire, constitué donc d'un centre qui a une charge positive et des électrons qui tournent autour comme les orbites, comme les planètes du système solaire. Alors, là, il est beaucoup plus, ressemble beaucoup plus, disons, à la réalité, disons, à l'époque. Hein. Alors, il faut se rappeler que ces modèles-là, ils datent de bien avant 1900. Alors, lequel des deux modèles on allait choisir pour pouvoir étudier les atomes? Alors ça, c'est grâce à certaines expériences. Bien sûr, il y avait d'autres aussi modèles là, qui ont été proposés, comme le modèle du japonais Nagaoka. Alors pour lui, l'atome, c'est comme Jupiter et ses anneaux. Et pour pouvoir décider lequel des deux modèles là que je viens de citer, c'est le modèle de Perrin ou le modèle de Thomson qui peut être utilisé, explicité dans la réalité, il y avait une certaine expérience qui est classique dans 1911, c'est l'expérience de Rutherford et Geiger. Et des fois, vous trouvez dans la littérature Rutherford, Geiger et Marxen. Alors, dans cette expérience, elle est basée sur l'émission, donc sur plutôt un projectile qui est des particules alpha. Déjà à l'époque, en 1911, on a déjà découvert la radioactivité. Donc des particules alpha émises par le radium traversent une feuille métallique mince. On va le voir ici sur l'image de leur dispositif expérimental. Alors ces particules alpha émises donc par le radium qui traversent une feuille métallique. Chaque particule alpha est capable de produire une scintillation. Donc ici, alors vous avez une vidéo. Donc voici la source de radium, émetteur de particules alpha, des intégrations radioactives naturelles. Notre cible ici, qui a une certaine épaisseur réticule, et on a un écran fluorescent. Et bien sûr, on peut décaler notre paroi ici, ce genre de lentilles fente qui permettent de focaliser pour différents angles, si vous voulez, de détection, de voir où va taper ces particules. Alors, on va le voir ici dans cette animation. Alors, on a nos particules alpha. La proportion donc des particules déviées, donc ça c'est les particules alpha, la proportion de ces particules alpha déviées est d'autant plus petite que l'angle θ est plus grand. Plus l'angle ici de détection, important, plus le nombre de ça c'est les résultats expérimentaux. Et il a remarqué aussi que la proportion des particules alpha, donc celles qui sont diffusées et qui sont captées sur l'écran, cette proportion est d'autant plus petite que le métal est léger, c'est-à-dire que la feuille, l'épaisseur de la feuille est fine. Et le dernier constat qu'il a fait, c'est que pour une certaine incidence,
il a constaté qu'on a une diffusion à la limite élastique, c'est-à-dire que les particules substantielles, elles reviennent. Ça, c'est son constat que Rutherford a fait pour pouvoir, bien sûr, là vous constatez, ceci est dû, donc ces déviations, on vous dit c'est dû à la répulsion coulombienne. Alors, comment calculer ce nombre de particules alpha déviées? C'est simple, c'est un simple calcul de cinématique, et il a permis donc à Rutherford, en se basant sur l'interaction coulombienne, de voir, donc de faire ce constat. Et n'oubliez pas, cette expérience, elle allait permettre de choisir lequel des deux modèles est mieux adapté à la réalité. Donc ici, le petit L, en fait, représente l'épaisseur de votre cible, qui est une feuille d'or. Alors, dans ces observations, la déflexion d'une particule alpha est causée par un seul atome, et l'interaction atome-particule obéit à la loi de Coulomb, ça on sait. Alors, qu'est-ce qu'il a donné? Trajectoire des particules alpha, donc toujours son constat, ici, pour ces calculs. Et la proportion, il a calculé. Donc ça, c'est les résultats de son expérience. Ceci a permis de trancher. Le modèle de l'époque, entre Thomson et Perrin, c'est le modèle planétaire de Perrin qui permet d'expliquer au mieux l'expérience de Rutherford et Geiger. L'autre point, puisqu'on arrive à mesurer des distances, donc à l'époque, de mesurer certaines distances qui sont assez petites par rapport à la direction incidente, donc le rayonnement ici des particules alpha sur les atomes, le diamètre de ce noyau doit être inférieur à cette dimension. Rappelez-vous que, vu l'interaction coulombienne, il n'y a pas choc corpuscule-corpuscule, mais choc entre les champs. La déviation se fait avant qu'il y ait contact avec le noyau. Alors, de ces deux constats, il a pu déduire que les dimensions de l'atome sont encore beaucoup plus petites, et il a tiré ceci comme conclusion. Le modèle planétaire, c'était un modèle qui arrive à expliquer relativement bien le noyau, les atomes qui forment noyau et des électrons qui gravitent autour. L'autre point, c'est-à-dire entre les électrons qui gravitent autour par rapport au noyau, il y a, si je peux me permettre de le dire, disons, un vide sidéral, c'est-à-dire qu'il y a énormément de vide. C'est pour ça qu'il y a pu avoir des particules, il y avait une diffusion, une rétrodiffusion au niveau de sa détection. Et avec l'expérience de Rutherford, on a pu mesurer le Z expérimentalement de certains éléments connus à l'époque. Alors, deuxième élément donc, qui nous intéresse pendant tout ce cours, et les futurs cours, c'est l'électron. Alors, toujours des petits rappels des connaissances, ainsi de suite. Alors, l'électron, vous savez bien, tout le monde connaît sa charge et sa masse, mais toujours au début, on n'a pas pu mesurer ces choses comme ça ou imposer leur valeur de façon fixe ou simple. Donc, d'abord pour sa charge, on savait que sa charge est négative et la charge de l'électron a été bien sûr pas mesurée, mais rapportée grâce aux expériences de Faraday. Et ensuite, quand on a pu développer au niveau des théories de l'électromagnétisme, des champs électriques et des champs magnétiques, on pouvait faire des expériences où on peut voir faire dévier la trajectoire d'un électron en posant juste un champ électrique en appliquant la théorie de Coulomb concernant la force. Alors, celle-ci,
Voilà quelques petites expériences et l'expérience que vous allez voir ici, ça, c'est, si vous voulez, c'est le principe de base des anciennes télés, ce qu'on appelle les télés avec des tubes cathodiques. Donc, on a une cathode, une source de tension, il y a un champ électrique, un écran fluorescent, un tube solide. Ensuite, si on met pas de champ électrique, si on envoie un canon électron, ça sera ici, sa trajectoire. Si on met un champ électrique, la trajectoire, elle va être automatiquement déviée due à la force de Coulomb. Mais avec ces expériences-là, on peut voir la déviation, mais on n'arrive toujours pas à mesurer le champ, la charge électrique, notre électron. Alors, ça c'est toujours image simplifiée de l'expérience de tout à l'heure. Maintenant, si je mets un champ électrique, où est la déviation? Angle θ, un peu de géométrie, et on arrive à mesurer plein de choses ici, juste en faisant de la géométrie de base. Alors, donc la position, la voici, mais vu le tracé géométrique, on ne peut pas accéder ni à la charge E, ni à la masse M de notre électron, automatiquement, ni au rapport. L'autre expérience, due au champ magnétique, force de Laplace, IBB. Alors, on peut dévier, toujours le même cube, mais cette fois-ci on met un aimant. Voici, donc c'est le même principe. Hein. Et bien sûr, le même constat. Le même constat, on fait nos calculs. Voilà, toujours un peu d'animation. Le même constat. On calcule, c'est toujours un peu de géométrie, mais on n'a toujours pas la charge E et la masse M. Alors, la dernière expérience qui permet d'avoir les deux, vous avez, je suppose que vous allez le deviner, c'est avoir un champ électromagnétique, ce qu'on appelle en termes de physique expérimentale, un sélecteur de vitesse. Alors, si je mets un champ électrique et un champ magnétique, j'ai deux équations, deux inconnues. Ceci me permet, si je positionne, eh bien, si j'arrive bien positionnant le champ électrique et le champ magnétique d'une certaine façon, de telle sorte que les deux forces électriques et forces magnétiques s'annulent, je peux trouver donc trajectoire précise, puisqu'il n'y aura pas de déviation, et j'arrive à déduire la vitesse. Ça, c'est un outil expérimental qui permet, dans certaines manipes, de choisir la vitesse du projectile et de s'enquérir uniquement de ces particules-là qui ont cette vitesse-là qui peuvent passer pour interagir. Alors, quand on met les deux, on arrive à voir le rapport E sur M. Et ce rapport-là, donc, toujours, on a pu le mesurer expérimentalement. Alors, sélecteur de vitesse qui permet, que je viens de dire là tantôt, il permet donc de trouver la vitesse des particules qui nous intéressent, dans une expérience. Je vous le redis encore, pour cette séance, c'est toujours des introductions, des généralités, qui vous mettent après sur le bain, parce que je reviendrai plus sur ces choses-là. Voilà. La charge électrique, maintenant on connaît le rapport E sur M. Pour trouver la charge électrique, vous avez l'expérience classique. Peut-être que certains l'ont déjà vu en terminale au lycée, la fameuse expérience de Millikan. Celle-ci, elle permet de remonter à la charge électrique de la particule fondamentale qui est l'électron. Alors, dans l'expérience des Millikan, lui, dans son expérience, donc je reviens pas assez en détail, il arrive à trouver cette valeur avec une certaine marge d'erreur. Donc ça, c'est ses calculs à lui. L'expérience de Millikan. Pardon. Alors, jusque-là, on a essayé juste de voir c'est quoi le modèle qui peut expliquer de façon assez simple les atomes. Donc, on a dit que c'est le modèle planétaire. On a pu voir toujours par le passé les fameuses équations qui permettent de remonter à la charge
d'avoir aussi le rapport E sur M. Mais on sait aussi qu'il y a eu d'autres expériences qui ont permis de voir l'autre effet d'électron, c'est-à-dire que l'électron n'est pas uniquement considéré comme une particule comme on connaît. Et ben, ça, c'est l'unité qu'on va utiliser tout le temps, l'électron-volt. Alors, d'autres expériences ont permis de voir, peut-être, que l'électron n'est pas uniquement une particule, mais il peut être interprété comme une onde. Parmi ces expériences que peut-être que certains connaissent, les expériences de l'effet photoélectrique. Donc, l'effet photoélectrique, c'est pas pour l'électron, mais pour le côté onde. Et l'expérience concernant le côté onde de l'électron, peut-être que vous allez la voir en physique du solide, ou bien vous l'avez déjà vu avant, c'est la diffraction sur un cristal. Donc là, on sait, à partir du moment où il a une masse, une charge, on sait que c'est un particule, donc une particule qu'on peut toucher. Maintenant, si vous toujours de Broglie, sans passer du côté expérimental, a montré théoriquement qu'on peut aussi le considérer comme une onde. En fait, lui, il a montré son modèle théorique, parce qu'il a introduit la mécanique ondulatoire. Mais il y a eu un truc expérimental, et l'expérimental, c'est Davison et Germain, en 27. Alors, l'expérimental, donc l'expérience de Davison et Germain, vous avez, pardon, un moment s'il vous plaît. Donc, dans l'expérience de Millikan, on vient de voir, je vous donnerai les détails. Alors, dans l'expérience de la diffraction des électrons, donc l'expérience de Davison et Germain, on vient de voir que théoriquement, de Broglie avait montré par ses calculs que l'électron peut être considéré comme une onde, et sa longueur d'onde, on la verra après, on va l'écrire, on la verra ici dans le slide. Mais Davison et Germer, lui, il a fait une expérience en utilisant, bien sûr, ceci, des lentilles, un champ de décharge électrique dans une enceinte vide. Il y a à ce niveau-là, à ce niveau, à ce niveau, là où il y a la souris, il va y avoir une fente, il y a une fente, et on a une cage de Faraday là-dedans. Cage de Faraday, elle est ici. Et là, on a un cristal. Et on va essayer de voir, quand on projette des électrons qui vont provenir ici, de ce point-là, comment vont être détectés. Si c'est des particules, ça sera des directions fixes. Si c'est une onde, ça sera l'interférence, comme dans le cas des interférences acoustiques. Je continue. Voici nos lentilles, la cage de Faraday. Regardez bien ici. Je mets l'interrupteur, donc je ferme le circuit. Il y a des électrons, voilà, qui vont suivre une certaine incidence sur le cristal. Alors, donc, mon faisceau d'électrons arrive au voisinage d'un atome avec une direction privilégiée. Alors, quand il arrive sur ce nuage électronique de l'atome, rappelez-vous, l'atome dans le modèle de Béra, donc noyau et un nuage électronique, le faisceau électronique le perturbe momentanément selon le système ondulatoire avec la même fréquence. Alors, ceci, il va modifier, et ensuite, je remonte là à ce slide. Le faisceau électronique, donc, le perturbe. Il modifie la répartition des charges électroniques dans ce nuage. Donc, il va avoir, on verra aussi dans un autre cours, émission d'énergie qui va être rayonnée par ce nuage. On verra quand on fera la spectroscopie. Alors, dans les expériences de Davison, ce faisceau d'électrons qui est accéléré à peu près à 100 volts, il va tomber donc sur un cristal de nickel. C'est un monocristal de nickel qui peut tourner, qui fait des rotations. Comme ça, on aura tous les angles de détection, donc plutôt tous les angles d'incidence.
Alors, on recueille nos électrons dans une cage de Faraday. Donc, la courbe d'intensité, alors là, on va la voir, au niveau de la cage de Faraday, la courbe d'intensité, donc, quand on va la voir au niveau de la cage de Faraday, va présenter ceci. Elle ne va pas être continue, elle ne va pas être continue, elle va présenter un pic, ensuite rien, un autre pic, rien, et ainsi de suite. Ceci, dans cette expérience, comment il arrive, donc il va dire que mon faisceau, il a été diffracté dans une direction assez privilégiée, parce que là, à ce niveau, il n'y a rien, et là, j'ai un signal, rien. Donc, il y a certaines directions par rapport à θ ont été privilégiées, des directions, disons, concernant θ ont été privilégiées, alors que d'autres ont été éjectées. Éjectées dans le sens, rien ne se passe à ce niveau. Alors, pour comprendre ceci, il faut revoir un tout petit peu ce principe. Donc, on a notre atome, et voilà ce qui se passe. Alors, ceux qui ont déjà fait un peu la mécanique quantique, je pense en deuxième année, une introduction à la mécanique quantique, ça vous rappelle un tout petit peu les densités de probabilité et toutes les directions concernant les orbitales P, Px, Pz, ainsi de suite. Donc voilà ce qui arrive, on aura certaines directions sont privilégiées par rapport à d'autres. Je vous rappelle que les particules, donc j'anticipe toujours que le principe d'incertitude d'Heisenberg implique que si vous connaissez la position, vous ne connaissez pas l'impulsion. Et que le côté ondulatoire de l'électron, c'est une probabilité de présence. On dit qu'il y a beaucoup plus de chances d'être à ce niveau-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas être ailleurs. Mais comme l'électron, si on le considère comme un corpuscule, donc c'est une entité, l'entité, elle va pas se découper en plusieurs morceaux pour être un peu partout. Elle soit là avec une telle probabilité ou bien ailleurs avec une autre probabilité. Et c'est toujours le même corpuscule. Ça explique l'explication. Elle a été faite aussi grâce à ce qu'on appelle la diffraction de Bragg. Alors, dans la loi de Bragg, qu'est-ce qu'on dit? Dans la loi de Bragg, si on envoie une onde, on a cette relation. Je vais vous rappeler un tout petit peu, si vous avez déjà vu ceci en physique du solide, bien en initiation un peu en mécanique quantique. Donc, dans la diffraction de Bragg, les particules, alors petite remarque ici, c'est un cristal. Hein. Donc, un cristal, il est formé de plusieurs atomes, ok, bien séparés. Donc, ça, c'est nos atomes. Et par exemple, les ondes, quand elles arrivent, elles vont percuter et interférer. Donc, on peut les considérer comme des rayons lumineux. Le même principe, si ça traverse le deuxième plan réticulaire, alors la diffraction de Bragg, qu'est-ce qu'elle donne? Elle donne cette relation. N lambda égale 2D sinus θ. Ça veut dire que je vais avoir différentes longueurs d'onde pour un θ donné, pour différents modes. Je ne vais pas avoir une longueur d'onde continue, une longueur d'onde discrète. Si je vais avoir des longueurs d'onde discrètes, donc le système interfère avec, c'est-à-dire que l'électron va être considéré comme une onde, puisqu'il va y avoir une interférence. Ah, j'ai l'impression que c'est lourd, hein. Alors, les conséquences de cet aspect ondulatoire, alors peut-être ça va vous attirer un petit peu. Alors, on a le Broglie, il a dit théoriquement que l'électron peut être considéré comme une onde, donc sa fameuse relation lambda P égale H, où P c'est la quantité de mouvement. Dans le cas classique,
on peut considérer que l'énergie cinétique, c'est comme ceci, et que si nos électrons se déplacent à 100 électronvolts, qui sont toujours dans le cas classique, la relation de De Broglie vous donne ça. Voilà. Si on est dans le cas relativiste, ça c'est un plus juste pour votre culture générale, j'y passe. Ce qui m'intéresse, c'est que pour notre électron, il y a une masse, je répète, toujours dans les généralités. Une masse, petite mais elle est réelle, il peut être considéré, il y a bien sûr aussi une charge électrique, il peut être considéré comme une onde, parce que la mécanique classique ne peut pas tout expliquer concernant certains phénomènes, et ceci a permis d'introduire le principe que l'électron, il peut passer d'un corpuscule à une onde. Et ça nous va permettre d'expliquer d'autres phénomènes. Et ces phénomènes-là, que vous connaissez, que vous avez déjà croisés, l'effet Compton, l'effet photoélectrique, ainsi de suite. Alors, donc, on vient de voir que notre électron, c'est une particule, qui est une particule peut être considérée comme une onde. On va voir l'autre versant de la chose, c'est que dans le cadre du photon, parce qu'il va y avoir un lien entre les deux, va être aussi considéré comme une particule, parce que un corpuscule, pardon, donc je préfère dire le mot corpuscule. Et comment on va étudier la spectroscopie, donc et les collisions, on a besoin de passer d'un monde à un autre, donc des électrons vers les photons. Un petit avant. Alors, ça, c'est toujours les petits rappels. Alors, on va voir quels sont les types de collisions qui permettent c'est toujours des rappels de petites unités. Petite remarque ici. Très souvent, dans ce module, on va travailler assez souvent avec le nombre d'ondes. Très peu avec la fréquence, soit les lambda, soit ce qu'on appelle les sigma, les nombres d'ondes. On évite le plus souvent de travailler avec les fréquences, les nus. Alors, toujours des petits rappels. Alors, là, vous pouvez trouver dans certaines notations, peut-être, le nombre d'ondes que je note sigma. Okay. C'est pas la section efficace. Le même symbole peut apparaître partout. Vous pouvez trouver dans certains livres qui est noté comme ça, mu bar. Donc c'est l'inverse d'une longueur d'onde. Alors ici le C sur N, où N ici représente l'indice du milieu. Hein. Ça c'est la relation classique. Donc, et alors le spectre électromagnétique, toujours des petits rappels. Le visible, donc il faut savoir que le visible, il varie entre 4000 et 7000 angstroms. Là c'est donné en nanomètres. Alors, notre spectre électromagnétique qui nous intéresse, donc, vous pouvez le voir, hein. Nous, on va travailler très souvent, je répète, avec les centimètres moins 1 ou avec les longueurs d'onde lambda, peu avec les fréquences. Alors, l'onde électromagnétique, toujours nos rappels. Alors, maintenant, on va essayer de faire un peu quelques petites notions d'électricité. Je dis bien pas d'électricité en elle-même. Vous rappelez un tout petit peu les charges électriques statiques, et que à partir du moment où vous avez une charge et une autre charge dans l'espace, automatiquement, il va y avoir un dipôle, donc il va y avoir un champ électrique. Et la théorie de Maxwell, théorie de l'électromagnétisme concernant Maxwell, un champ électrique qui va varier dans le temps va créer automatiquement un champ magnétique. Des lois de Laplace. Et si on a un champ magnétique, il va y avoir une propagation du monde. Donc ça, c'est donc à partir de dipôles électriques. Donc si on fait une variation périodique, donc ce moment dipolaire, on va avoir automatiquement l'émission d'une onde électromagnétique. Hein. Ça, c'est la théorie, je répète, de Maxwell-Boltzmann. Hein. Les équations de Laplace. Maintenant,
c'est l'inverse. C'est-à-dire que si j'ai une onde réciproque, donc si j'ai un rayonnement électromagnétique qui est absorbé, il va créer automatiquement, donc ici, variation d'un moment dipolaire, va créer une onde électromagnétique, et vice-versa. Si vous avez une onde électromagnétique qui est absorbée, ok, par un atome chargé, il va créer automatiquement une variation du moment dipolaire. Alors ça, on le verra, donc cette variation du moment dipolaire va se faire par excitation, désexcitation, ainsi de suite. On continue. Alors, je remonte à très loin. Bon, Newton avait déjà postulé une théorie corpusculaire de la lumière. Mais vous savez à qui ça revient l'honneur concernant la théorie corpusculaire de la lumière? C'est Einstein. Avec Einstein et bien sûr Planck aussi, hein, dans le cadre de son effet photoélectrique, hein, l'aspect ondulatoire et corpusculaire de la lumière. Fresnel, c'est de l'optique géométrique. Hertz, donc il a découvert, hein, découvert l'effet photoélectrique, mais Einstein l'a expliqué. Hertz, donc c'est expérimental. Alors, vous vous rappelez toujours de la fameuse constante petit h, qui est la constante de Planck, quand il a essayé d'expliquer les émissions faites par le corps noir, il a introduit son fameux quanta énergétique qui a permis de trouver la valeur de H. Alors, commençons par un tout petit peu, toujours dans l'histoire, l'effet photoélectrique. Alors ça, c'est purement expérimental. Hein. C'est Hertz. Alors lui, qu'est-ce qu'il a fait? Plaque de métal éclairée par une lumière visible, ou UV, émet des électrons. Le montage, le voici. Voir. Alors, pardon. On crée un champ électrique, donc suivez un tout petit peu la légende ici. Ensuite, regardez ce qui va se passer à ce niveau-là. Alors, je vais chauffer un fil. La lumière qui tombe sur l'ampoule de quartz. Hop. Il y a un courant électrique, donc ici c'est un galvanomètre, donc automatiquement une tension. Voilà. Il n'y a pas de courant, il y a de la lumière, il y a un courant. Maintenant je coupe, il n'y a plus de circuit qui circule, donc une tension. Puisqu'il n'y a pas de batterie, cette énergie ne peut pas être stockée. Alors, toujours au niveau de l'intensité lumineuse, donc différentes intensités de lumière, on va essayer de voir comment va varier le courant I par rapport au potentiel extracteur. Hein. Donc, vous avez au niveau du potentiel, à un moment donné, vous pouvez avoir saturation, c'est-à-dire ça y est, des électrons que je peux tirer de mon ampoule de quartz arrivent à saturation, ça y est, c'est l'état, vous voulez, stationnaire. Et ça, c'est pour l'effet photoélectrique. L'effet, la longueur d'onde. Vous savez que, je rappelle pour certains qui l'ont déjà vu, pour d'autres qui l'ont jamais vu, que pour l'effet de photoélectrique qui a été explicité, je répète, par Einstein, on dit que donc l'intensité du courant photique n'est pas liée à la longueur d'onde de la lumière incidente. Ça, on peut le voir. On va le voir à ce niveau. À ce niveau-là. Donc, peu importe les longueurs d'onde, l'intensité ne dépend pas, n'est pas liée peut-être à la longueur d'onde. Il suffit juste de dépasser le travail d'extraction. Donc, si on élimine un même métal avec des fréquences différentes, on constate la relation expérimentale. Toujours une certaine énergie moins une autre énergie, elle est toujours égale à l'énergie de la fréquence qui a été utilisée pour notre expérience. Alors, donc la loi de la conservation de l'énergie, donc ça c'est la partie qu'on appelle la partie Einstein, a permis, calcul théorique vu par Einstein, a permis de vérifier ceci.
que l'énergie EM, donc transmise au système, moins une certaine énergie initiale et de blocage qu'on appelle travail seul, elle est toujours égale à HU. Rappelez-vous que les énergies cinétiques, ça sont des grandeurs positives. Donc, pour que je puisse avoir cette différence positive, il faut que EM soit supérieur à E0. Et ceci peut être retrouvé grâce à une certaine limite qu'on appelle l'énergie d'extraction, donc des électrons de la cellule photovoltaïque. Voilà, c'est ça. Et c'est cette énergie seuil de fréquence qui permet d'avoir l'énergie seuil, qui permet d'avoir un effet photovoltaïque. Je pense que vous l'avez déjà vu en chimie, le silence pour certains en terminale. Ça, c'est pour différents atomes, donc différentes cellules. Et ça a permis, grâce à ça, expérimentalement, de trouver, donc, mu0 et trouver la constante de Planck, H. Par cette constante de Planck qui a permis donc à Planck d'expliquer théoriquement l'émission du corps noir. Alors, voici un modèle d'expérience. Alors, on vous dit le corps noir, donc en utilisant un spectrographe qui couvre un large domaine de fréquence. Quand on chauffe un matériau donné dans un four, on chauffe un matériau donné dans un four, on va constater que les constituants de ce matériau interne du four vont émettre des ondes électromagnétiques, okay, des ondes électromagnétiques qui vont, en utilisant d'autres moyens de détection, de pouvoir avoir un large éventail d'un spectre, un spectre élargi. Alors, l'étude théorique de l'émission du corps noir, elle a été unifiée. Elle a été unifiée grâce à Planck. Parce que avant Planck, donc dans ses calculs théoriques, on a pu expliquer certaines parties de l'émission des planètes, donc la lumière émise et les températures, au niveau soit des basses longueurs d'onde, soit des grandes longueurs d'onde. Mais on avait toujours un souci pour relier les basses longueurs d'onde aux grandes longueurs d'onde. On n'arrivait pas. On arrivait même à déceler pour quel maximum, expérimentalement, et c'est différentes recherches différentes, le max pour l'émission donc de ce qu'on appelle un corps noir, donc émet comme le Soleil ou toute autre planète, on arrivait à mesurer le max de cette température. Mais aucun n'a pu relier ces trois théories entre elles par une seule théorie, qui est la théorie du corps noir développée par Planck. Alors, ben voici, vous allez voir une petite remarque ici. Je peux vous montrer ce qu'on appelle dans le modèle classique. Voilà. Planck, je préfère, je saute quelques, pardon. Je répète, quelques slides. Hein. Alors, Planck, lui, pour expliquer sa théorie, alors je rappelle aussi, hein, Planck, il a fait des calculs mathématiques. Il a juste supposé, donc il a donné un postulat, il dit que la vibration, donc il a travaillé sur les molécules, sur les atomes, cette vibration, elle se caractérise par une fréquence nue, et l'énergie qui va être stockée, elle va être stockée sous forme de paquets, de quanta, de paquets élémentaires. Et chaque paquet élémentaire a une énergie sous la forme soit rien, soit H nu, soit 2H nu, soit 3H nu. Donc, il a quantifié
l'énergie reçue, stockée par notre atome ou bien par notre molécule, quand il commence à vibrer. Alors, il a défini ce H-là, il n'avait pas encore mesuré, il n'avait pas encore calculé comme une constante universelle, extrêmement petite, de la valeur numérique, et qui va porter plus tard son nom, c'est la constante de Planck. Alors, ce qui est bien avec sa théorie, c'est il a lancé, donc dans la même période qu'Einstein, que Bohr, la quantification de la structure des atomes. La structure des atomes, elle est quantifiée. Commencer à lancer les prémices de cette théorie. Alors, comment ça se passe? Si vous avez des atomes qui commencent un réseau cristallin, donc pourquoi on prend toujours un réseau cristallin? Parce que les atomes sont ordonnés à l'intérieur. Donc, quand ils commencent à vibrer, comme ceci, les énergies qui vont être emmagasinées sous forme de quanta. Pas continue, mais sous forme de quanta, H nu, 2 H nu, 3 H nu, ainsi de suite. Alors, ce qu'on va avoir, ici, par exemple, c'est pour différentes températures. Alors, ce qui est bien, c'est que dans le modèle du corps noir, on a pu expliquer ce que je vous ai dit tantôt dans les slides d'avant, la partie classique dans le modèle électromagnétique, donc dans les hautes fréquences. On peut tracer la courbe inversement avec lambda. Et on peut trouver, à partir de l'émission du corps noir, en fait, c'est toujours le rappel ceci. Les généralités qui vous introduisent, que vous allez croiser plus tard. Vous avez cette relation qu'on appelle la loi de Stéphane Boltzmann, ceux qui ont fait un peu de la thermodynamique. Il y a aussi la relation de Vienne, qui donne la longueur d'onde maximale en fonction de la température. Donc, pour un corps noir donné, si j'augmente la température. Alors, ces deux ont permis, donc, et il y a aussi ce qu'on appelle la catastrophe ultraviolette, quand on est en basse fréquence ou en basse longueur d'onde. Hein. On devient Stéphane Boltzmann, ici. Voilà. Alors, Stéphane Boltzmann ne confondait pas avec la théorie de Maxwell-Boltzmann concernant la physique statistique. Hein. Alors, on peut toujours un petit exemple, hein. Ici, ça vous donne une idée. Le Soleil, tout le monde connaît sa température à la surface. On le considère comme un corps noir et sa température l'ordre de 5800 K. Et bien sûr, il y a d'autres étoiles. Dans ce cas ici, Antares, Spica. J'ai pris ça comme info du net. Alors, il y a un autre effet aussi, donc qui nous permet de voir le côté corpusculaire. Rappelez-vous, on va commencer par l'électron, c'est un corpuscule. On a vu avec la diffraction de Bragg et l'expérience de Davis et Meserner que l'électron va être considéré comme une onde. Là, on est passé à un autre côté, c'est celui qui concerne le photon, donc l'électromagnétisme, les ondes. Et avec deux expériences, on va pouvoir voir que le photon peut être aussi considéré comme un corpuscule. Alors, l'effet Compton, c'est un effet aussi classique, hein. Donc, je pense que 1900 poussières. Alors, grâce à l'effet Compton, bon, toujours théorie d'Einstein, ça nous permet de voir que le photon, on peut le considérer comme un corpuscule. Alors, le principe, très simple, choc élastique, revenez en première année de fac, 7-200, choc élastique entre deux particules, énergie, bien sûr, très souvent, on va rester uniquement dans le mode classique, hein. Dans le monde classique, c'est-à-dire que non relativiste. Oups, voilà, tac, HU. Voilà, correspondant. Avant collision, donc ça, c'est le côté corpusculaire. Voilà, c'est le côté
corpusculaire et on arrive à connaître la longueur d'onde émise, la longueur d'onde émise en fonction de la longueur d'onde incidente. La longueur d'onde émise en fonction de la longueur d'onde incidente. Alors, toujours, on peut voir que c'est toujours des petits rappels qui vont vous servir après. Alors, celle-ci, ça vous permet de connaître les énergies des particules, que ce soit des électrons émis, que ce soit du photon diffusé par rapport au photon incident avec l'angle de diffusion du photon émis. Alors, toujours des petites équations. Alors, c'est la résolution des équations, donc dans l'effet Compton, nous permet de connaître la longueur d'onde du photon émis par rapport au photon incident. Et il nous permet aussi de connaître cette fameuse relation qui est la variation de la longueur d'onde incidente et qui définit une certaine constante, celle-ci, le H sur M0C, qu'on appelle la longueur d'onde Compton, lambda C. Elle a une valeur assez particulière. Si je me trompe pas, c'est 0,0242 angstroms. Alors, donc, on est toujours dans une transition. Donc, je vais arrêter le slide juste pour voir où en sont les étudiants. Ah, c'est bien, il y a encore du monde. Alors, je reviens au slide. Alors, je résume. On a vu toujours concernant le passé, le truc expérimental qui permet de décrire notre électron, les trucs expérimentaux aussi qui permet de décrire un peu notre photon, c'est-à-dire l'aspect corpusculaire du photon, et l'aspect ondulatoire de notre électron. Alors maintenant, comme les deux vont être reliés, ben, on doit pouvoir appliquer une théorie. Et une des théories que beaucoup d'étudiants n'aiment pas beaucoup, c'est la mécanique quantique, la théorie quantique. Mais dans certains cas, elle est assez simple. Alors, on a notre mécanique ondulatoire. Alors, quand je rappelle mécanique ondulatoire, c'est la théorie de De Broglie, ainsi de suite. Ensuite, la théorie de l'électromagnétisme qui a un peu expliqué le corps noir. Donc, nous, on va essayer de relier les deux. Donc, on relie les deux. Bah, il y a une nouvelle physique, si vous voulez, ce qu'on appelle la mécanique quantique, la mécanique ondulatoire. Dans cette mécanique ondulatoire, toujours la base, c'est Planck, Einstein, Bohr. On va être concentré sur ces petits h nu. Les ondes, donc, vont être décrites. Ça, c'est quand on verra un peu l'équation de Schrödinger, hein, et grâce aussi à Dirac pour certaines fonctions. Les ondes donc, vont être décrites simplement comme des densités de probabilité qui permettent de dire en un point particulier de l'espace, on a un quanta d'énergie. Donc, on verra, on va voir les ondes de façon très différente. Et dans cette, pardon, excusez-moi, dans cette théorie ondulatoire, il va y avoir différents personnages qui vont intervenir. Ça, c'est le côté classique. On connaît. On va s'intéresser maintenant à nos particules. Le Broglie, c'est toujours à la limite, si vous voulez, hein. C'est entre classique, malgré que c'est des atomes, des électrons, mais on est toujours dans un peu le monde classique. Et on va considérer que notre onde, donc ici, lambda P égale H, et on va considérer que, dans le cas assez simple, que notre onde va suivre une fonction sinusoïdale du temps. On va commencer toujours par des choses simples. Alors, ça vous rappelle un petit chouïa, Schrödinger, mécanique quantique.
Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, si on prend une fonction comme ceci, bien sûr, on a dit le principe de base, c'est que notre onde, elle doit avoir une particularité, c'est que elle va décrire le mouvement, la propagation de l'objet. Elle va le décrire. Donc, il va se propager. Donc, notre électron qui va se diffuser, si on le prend en tant que onde, on va pouvoir le décrire par une onde classique, comme ceci. Mais il va aussi pouvoir, cette onde va pouvoir expliquer que si notre électron se trouve, maintenant qu'on a une idée sur l'atome avec les orbites, les nuages électroniques, si notre électron se trouve à un endroit donné, donc mon nuage électronique, cette onde va pouvoir expliquer ce qu'on appelle la probabilité de présence de cet électron dans cet espace-là. Donc, elle va avoir, si vous voulez, entre guillemets, deux définitions, okay? Deux fonctions. Elle va avoir deux fonctions assez simples. La première, si vous voulez, onde classique, et la deuxième, c'est une densité de probabilité. Alors, donc, on continue. Alors, première équation. Okay? Première équation, toujours dans les rappels. Bien, non, je vais sauter les équations. Je vais sauter les équations. J'ai envie de vous faire juste un peu le lien entre, regardez, dans cette partie, s'il vous plaît, hein. Dans cette partie, celle-ci, plutôt celle-là, là où il y a la souris ici. Ça, c'est le fameux, si vous voulez, postulat de De Broglie. Lambda fois P, fois la quantité de mouvement, mv, hein. Ça, c'est mv, c'est pas nu, hein. Lambda P, c'est H. Et comme on est dans le cas classique, P s'écrit comme ça. Donc, on est à ce niveau. À ce niveau-là. À ce niveau-là. Et, et cette équation, s'il vous plaît. Ici, c'est psi, hein. OK? C'est psi. C'est pas U, hein, c'est psi. Ah, ce qu'on va avoir, toujours pour vous relier, c'est pour vous ramener toujours dans les généralités, sans parler trop dans les détails. Dans cette équation, à partir du moment où on a supposé, hein, on a supposé que notre onde va se propager en fonction du temps, va se propager en fonction du temps, et que dans le cas de cette mécanique ondulatoire, on a pu séparer. Eh bien, euh, je remonte, hein. Si je fais la dérivée seconde de cette fonction, la dérivée seconde de cette fonction, je prends le Laplacien, voilà, parce que c'est le Laplacien qui nous intéresse. Supposons, regardez uniquement celle-ci, hein, pour vous remettre un peu toujours dans le bain. Je n'ai que la variable x, hein, il y a ni y ni z, donc c'est x et t. Donc ça sera psi x, sinus de pi nu t, ou bien sinus oméga t. Si vous prenez la dérivée seconde de x ici, la dérivée seconde, d2 sur dx2. Comme ma fonction, j'ai pu la séparer, donc on a pris une hypothèse, hein, que la partie spatiale, indépendante de la partie temporelle, il n'y aura que la dérivée de celle-là, que celle-ci. Okay? Uniquement cette partie-là, cette fonction, elle est indépendante, ça sera une constante, elle sort. Maintenant, si, rappelez-vous, l'équation de propagation d'une onde, ou bien, allez, je vais prendre de façon assez simple, l'équation de mouvement. L'équation de mouvement. Allez, je sors un peu de ce slide, hein, pour vous relier un peu. Vous avez vu un module qu'on appelle vibration et onde en deuxième année. Dans ce module, il y a une partie qui concerne les vibrations, c'est une partie qui concerne la propagation des ondes.
Dans la partie vibration, on vous donne une seule équation qui est la théorie de Lagrange, l'équation de Lagrange. Alors l'équation de Lagrange, si je me rappelle bien, c'est d sur dt, dl sur dq point, donc disons dl sur dx point, moins dl sur dx. Si c'est égal à 0, on va dire s'il n'y a ni amortisseur ni force, égal à 0. Donc d sur dt, dl sur dx point, moins dl sur dx égale à 0. F, c'est le Lagrangien, P moins. À partir de cette équation, vous allez avoir la solution, équation différentielle de mouvement, et vous aurez votre solution. Quand on est passé aux ondes, quand vous avez vu la propagation des ondes, on vous a donné une équation, si je me trompe pas, c'est de la forme d2f sur dx2 moins 1 sur v carré d2f sur dt2 égale à 0. Si je ne me trompe pas. Dérivée seconde de f, f c'est la fonction, c'est l'onde, d2f sur dx2, donc qui travaille par rapport au temps, c'est une onde qui se propage en fonction de x et en fonction de t, moins 1 sur v carré, v c'est la vitesse de propagation de l'onde, d2f sur dt2. Les deux équations, les deux équations, celle de Lagrange pour un mouvement de vibration sur place, et celle de l'équation de propagation de l'onde, qui permet de voir que l'onde, elle se propage, sont exactement les mêmes. C'est kiff, kiff. Si vous prenez pour un oscillateur x2 points plus oméga carré x égale à 0, x2 points c'est quoi? C'est d2x sur dt2. d2x sur dt2. Et si vous prenez oméga carré x, si vous avez une solution harmonique, oméga carré x, une solution harmonique, elle s'écrit sous la forme euh, euh, à une amplitude, par exemple sinus oméga t plus phi. Si je veux avoir la vitesse, si je veux avoir oméga carré x, je n'ai qu'à dériver cette fonction deux fois par rapport au temps. dx une fois, dx deux fois, j'aurai le oméga qui va sortir. Et comme c'est une fonction harmonique, je tombe toujours sur x. Donc, l'équation de propagation, l'équation de mouvement de vibration, c'est exactement l'équation de propagation. Ça veut dire que le d2x, d2f sur dx2 moins 1 sur v carré d2f sur dt2, qui est égal à 0, ceci veut dire Laplacien de x par rapport à une variable. Laplacien, c'est une dérivée seconde. Hein. Laplacien de x, Laplacien de f par rapport à x, moins 1 sur v carré, la dérivée de la fonction f par rapport au temps deux fois. Celle-ci, elle vous rappelle quoi? Laplacien, attendez, je prends pas celle-là, je dis ça, je m'en débarrasse. Ça vous rappelle ceci. Dérivée seconde, plus oméga 0 carré, dérivée seconde par rapport à x, plus oméga carré x, x égale à 0. C'est toujours un mouvement oscillatoire, de perturbation, d'onde. Mais on l'écrit de façon différente et plus générale. Parce que cette fois-ci, cette quantité va dépendre de plusieurs éléments. Celle-ci, elle ressemble un petit chouïa à votre équation Schrödinger concernant l'atome d'hydrogène, qui a une énergie E et qui doit passer à travers un potentiel, puis potentiel U. Donc, donc cette fonction qui est indépendante du temps, parce que j'ai pu éliminer le temps dans notre cas, elle permet, celle-ci, permet de déterminer enfin, E et psi lorsqu'on connaît le potentiel U, dans lequel se déplace la particule, pardon. Alors, cette équation, elle a pris une importance si grande dans la mécanique de l'atome qu'on traite comme l'équation fondamentale de la mécanique ondulatoire. Celle-ci, cette équation, et quand on l'appelle mécanique ondulatoire, on fait allusion à la mécanique quantique. Donc, c'était des appellations avec transition. Donc, je résume jusqu'à maintenant.
En voulant décrire notre électron comme corpuscule, c'est-à-dire plutôt les expériences qui l'ont décrite, qui ont permis de découvrir si vous voulez l'électron, sa charge, sa masse, on a pu le décrire par certaines expériences physiques et par certains modèles théoriques comme une onde. On est passé à un autre monde, à celui des photons, où on va pouvoir décrire, donc bien sûr, le photon comme une onde, mais aussi on le décrit comme un corpuscule. Et pour pouvoir faire l'étude entre les deux, entre ces mondes photoniques, si vous voulez, entre guillemets, hein, photoniques, hein, donc notre photon, et le monde de notre atome où j'ai des électrons, donc des corpuscules, on est obligé d'introduire une nouvelle, si vous voulez, mécanique, physique, si vous voulez, dans la mécanique pure, ondulatoire, qui permet de décrire certaines choses. Alors, ces choses-là nous permettent, je saute, ça c'est site, ceci va nous permettre, hein, l'équation de tout à l'heure, vous la connaissez tous, vous l'avez entendu parler un peu, ce qu'on appelle l'équation Schrödinger. Hein. Mais ceci va nous permettre, je vais faire une petite pause, là, une petite pause, d'expliquer un petit chouïa, si vous voulez, les notions qu'on va croiser, hein, parce que j'ai envie si vous voulez, de faire un peu la partie costaud. Je vais enlever le slide, c'est-à-dire le déroulement, ce qu'on appelle pour étudier un nuage électronique. J'ai envie juste, attendez, je vous partage l'écran. Et, un moment, s'il vous plaît. Voilà. Ceci va me permettre donc de vous introduire. Je répète, jusqu'à présent, c'est juste des notions générales. Je peux dire de culture générale, des rappels, de vous introduire, s'il vous plaît, pour samedi. Hein. Je vais vous envoyer le lien après ce cours. Hein. Je l'envoie au délégué, le lien pour Webex. Hein. Et normalement, donc votre enseignante de TD, probablement, elle va vous faire un TD l'après-midi. Donc, ce que je vous demande, pas de lire, mais de vous préparer, parce on va avoir entre 2 heures et 3 heures de cours samedi matin. Je vais introduire un peu la spectroscopie. Et parce que tout est lié. Hein. À partir du moment où je vous parle de l'absorption, ainsi de suite, donc il y a un lien. Mais je vais essayer d'être, si vous voulez, un peu ordonné. Voici le titre, voilà ce qu'on va faire, ainsi de suite, hein, pour le prochain cours. Donc, je vais introduire un tout petit peu la spectroscopie atomique. Alors, dans la spectroscopie, je répète, c'est des choses que peut-être vous avez déjà vues en chimie. Alors, je vais parler des niveaux d'énergie. Les niveaux d'énergie, le modèle de Bohr, donc avec son postulat, les fameuses raies spectrales, les séries de Balmer, de Lyman, et ainsi de suite. Je vais vous parler aussi entre le modèle de Bohr et ses orbites circulaires. Ensuite, le modèle de Sommerfeld où l'orbite elle est un peu elliptique. Je vais parler aussi du fait que si on considère le noyau comme fixe, donc on a des raies simples. Ensuite, on peut avoir des doublés de raies. On va l'expliquer parce qu'on appelle l'effet d'entraînement. Donc, tout ça va se faire au cours de samedi. Je vais parler aussi des élargissements de raies, donc des largeurs naturelles, largeur Doppler. Et je vais parler aussi un peu des appareils qu'on va utiliser en spectroscopie. Donc ça, c'est pour la partie spectroscopie. Essayez de suivre et de m'écouter, s'il vous plaît. Hein. Ne partez pas en cours. Il reste encore 7 minutes. Je vais aussi, s'il y a assimilation et s'il n'y a pas de question. Ça, j'ai oublié de vous dire, hein, vous pouvez me poser des questions pendant le cours. Hein. Ça, il faut, ne vous gênez pas. Si je vais vite, vous dites, monsieur, vous allez vite. S'il y a une chose que vous n'arrivez pas à comprendre en l'expliquant, vous dites, monsieur, s'il vous plaît, et vous pouvez intervenir soit micro, soit message. OK? Vous n'êtes pas juste une source de réception. Et je vais aussi, donc je répète,
l'introduction de la spectroscopie. Et après, ben, si je vois que tout le monde a bien compris que c'était un peu simple et évident pour vous, je parle de samedi, hein, je commencerai à introduire ce qu'on appelle des atomes hydrogénoïdes et des atomes euh, hydrogénoïdes, des atomes à plusieurs électrons. On appelle les alcalins et ainsi de suite. Donc, je vais pas partir, hein. Je vais juste arrêter je stoppe le partage. Maintenant, si vous avez des questions sur ce qu'on a fait, je répète, ou bien sur le module comme ça général, parce que je sais que comme on a commencé en virtuel, ça va pas être facile pour vous. Donc, ne vous gênez pas. Mon email, vous pouvez m'envoyer des emails. Ah, il y a quelqu'un qui parle. Donc, je coupe mon micro. Ah, je vous entends mal, hein. La personne qui a pris la parole, je l'entendais mal. Donc, vous pouvez écrire un message dans le chat. Ah, ok. Quand est-ce qu'on recevra les diapos? Ah, ça c'est bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant le cours? Ah, les diapos, il faut toujours attendre 3, 4 jours après, hein. Pour ces diapos-là, pour ces diapos, je répète, c'est des généralités. Je peux vous les envoyer, mais ça sera sûrement pas aujourd'hui. C'est des généralités qui vous permettent d'avoir une idée sur la physique atomique, des constituants, mais qui ne vont pas être, surtout pour ce cours hein, d'aujourd'hui, qui ne vont pas être, si vous voulez, d'une très grande utilité. Je parle de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant pour les TD que vous allez voir samedi et pour les futurs TD. Ce que je pourrais, je vais envoyer un mail à votre délégué. Elle va partager ce mail avec vous. Dans ce mail, je vais vous donner une adresse d'une page web. Une page web. Vous allez trouver les documents que j'ai envie de partager avec vous concernant la série TD, que ce soit un cours, le cours qu'on va faire, qu'on est en train de faire, ou bien d'autres documents, vous les trouverez dans cette page web. Et je donnerai, et l'accès à cette page web se fait avec un petit mot de passe très simple. Je vais le donner à la déléguée. Elle va vous le partager. OK? Donc, vous aurez tous les documents nécessaires. Alors, je vais essayer. Alors, il y a une question d'un étudiant. Il m'a dit si on peut changer de plateforme. Moi, j'étais habitué à Webex, mais si vous voulez, ben, j'ai programmé un lien pour Webex samedi. Je vais aussi de programmer un lien sur Google Meet ou sur Zoom ou sur autre chose. Je vais faire d'abord un essai avec Google Meet. Si je vois que le son est bon, parce qu'on n'a pas besoin de cam, et que je peux faire un bon partage, je vous enverrai les deux liens. Ça veut dire que ce que je vais envoyer aujourd'hui, là tout à l'heure, je vais envoyer Webex. Si j'ai un autre façon d'enseigner, par exemple Google Meet, si je vois qu'il est bon, je peux l'envoyer demain et je vous dirai, voilà, le cours se fera sur Google Meet, non pas sur Webex. Parce qu'il y a un qui se plaint. Qu'est-ce que je pourrais aussi vous dire hein. Alors, ce que je pourrais vous envoyer comme document quand il s'agit du cours, hein, je parle pas uniquement de ces slides, je pourrais vous envoyer des documents que je vais essayer d'écrire, mais ne me faites pas de la pression, s'il vous plaît. Quand on écrit des choses, c'est un peu différent que quand on fait un slide hein, et on parle. Voilà, si vous avez d'autres questions, je suis à votre écoute. Ben, sinon, je vous souhaite une bonne fin de journée et j'espère que samedi, le cours sera encore meilleur comme ça. Mais préparez vos questions. Donc, je répète, je vais introduire la spectroscopie, c'est les différents traits. Je parlerai du modèle de bord, donc l'hydrogène, les hydrogénoïdes automatiquement. Je parlerai de l'effet d'entraînement, donc des doublés,
isotopiques. Je parlerai aussi des largeurs de Ré. Concernant l'atome d'hydrogène décrit par l'équation de Schrödinger, ça, je pense que je vais le faire peut-être à part. Si vous n'avez pas une bonne base en mécanique quantique, possible que je vais le traiter à part. C'est-à-dire, je vous enverrai un document écrit bien détaillé et on en discutera comme ça pendant une séance. Parce que j'ai pas envie de perdre beaucoup de temps et vous ne maîtrisez pas ceci. Donc, ça sera, revoyez un peu si vous lisez dans les livres, spectroscopie, modèle de bord, comme d'hydrogène, hydrogénoïde. Une dernière remarque, ça concerne vos TD, c'est-à-dire quand vous allez dans ce module, les unités des énergies, c'est l'électron-volt ou les multiples. On ne travaille pas avec les joules. Donc, exercez-vous au calcul numérique avec les unités, ce qu'on appelle CGS, électron-volt. Les énergies, on peut les prendre en électron-volt, je peux les prendre en centimètres moins 1. Ça va être un peu différent de l'énergie classique d'un joule. Mais sachez que c'est vraiment un module très simple si vous suivez bien le cours et si vous faites vos exercices. Ça va se compliquer un petit chouïa quand on fera les atomes à plusieurs électrons, quand on fera les modèles en couche concernant les effets dus au champ magnétique, le dédoublement. Et ça va aussi un tout petit peu être corsé quand on fera plus tard les notations spectroscopiques de certains éléments, donc la configuration électronique et les notations spectroscopiques. Alors on me demande donc de... Oui, oui, écoutez, je vous le dis, je lis tous les messages. Alors, les diapos, changement de plateforme et le PDF. Toutes les choses que je vous fais, mais j'insiste sur une chose, hein. Ça c'est un conseil que je vous donne. Hein. اللي يجوز وقته باش يقرا ان بي دي اف ولا ان سلايد هدايا en PDF ما راح يفهم والو. Le PDF, ça sera un plus. وقتاش تفهموا؟ C'est pendant ce cours كاين expliqué. لازم toujours عندكم toujours, il faut que vous ayez toujours un crayon ou un stylo et du papier. Il faut prendre des notes. C'est les notes qu'on retient. La lecture d'un document ne suffit pas. Quand on lit, on s'ennuie. Quand on prend des notes, ça reste. Je vous souhaite une bonne fin de journée. C'est un peu rapide. Monsieur, s'il vous plaît, je peux vous poser Oui. une question. Attendez, je coupe mon micro. Tout à l'heure, d'accord. Donc tout à l'heure, quand vous avez parlé de la relation de Bragg, j'ai pas bien compris comment vous avez pour démontrer que l'électron se comporte comme une onde. Est-ce que vous pouvez juste réexpliquer ça brièvement? Vous pouvez intervenir, hein, vous pouvez laisser votre micro s'il n'y a pas mademoiselle Sahnou. Écoutez, D'accord, pour la diffraction de Bragg, je ne voulais pas trop détailler. Pour cette première séance, je voulais juste vous parler de façon globale, générale, parce que c'est un passage pour le vrai cours. Mais d'accord, Win, où est-ce que je peux vous, si vous avez envie de faire un peu de lecture, je vais revenir un peu à la terminale. Je suis absolument. Pour d'accord. ceux qui ont fait les ondes acoustiques, si vous avez vu, pour ceux qui ont fait les ondes acoustiques, le vibromètre, un diapason, il est sur une surface de l'eau, tchac, 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 et on a deux ondes qui mettent les vagues en bord de l'eau, deux vagues qui se rencontrent, donc les fronts d'onde, et on a des points où j'ai des zéros, des nœuds. Dans la diffraction de Bragg, si on considère, voilà comment ça s'est passé, hein, je vais expliquer assez simple, hein. D'accord. Vous prenez, si vous voulez, un tableau, c'est un tableau, et vous faites un petit trou, le tableau. Et on prend nos électrons. Je vais viser avec le trou, je vise bien. Je vais prendre un canon à électrons. Si, bien sûr, le trou, il a les dimensions, l'électron peut traverser le trou. Hein. Je vous donne une explication basique, simple. Hein. Je répète, Mhm. l'électron, si je vise bien, il va rentrer dans le trou.
Et Oui. derrière ce tableau, je vais mettre un écran, disons si vous voulez fluorescent, ou là, un détecteur, un écran qui permet de laisser des traces. Si on considère l'électron comme un corpuscule, c'est-à-dire une bille, si je vise bien avec un canon, tous les électrons, quand ils vont passer par le trou, ils vont laisser qu'une seule trace derrière l'écran qui est derrière, l'écran fluorescent. Il se trouve sur le même axe. Ça, c'est le truc basique, c'est-à-dire mécanique classique. J'ai une boule, une bille, je vise, la bille, elle traverse le trou, derrière, il y a un écran fluorescent, elle va toucher toujours le même point. Mais expérimentalement, quand ils ont vu, la diffraction, quand ils ont vu, donc ce canon électron, derrière l'écran, ils n'ont pas vu une trace sur le même axe, si vous voulez, l'axe incident. Ils ont vu sur l'écran des franges lumineuses espacées entre elles, des fois un peu de lumière, de l'obscurité, de la lumière, de l'obscurité. Ils ne pouvaient pas expliquer ce comportement par quelque chose de classique. Ils ont dit c'est impossible qu'une bille puisse se décupler comme ça parce qu'elle rentre direct, elle percute pas et elle monte. Elle rentre direct. Et malgré ça, on arrive à voir des traces un peu partout qui sont espacées. Ils ont dit que ceci ne pouvait s'expliquer que par le fait que la chose qui est rentrée ici, on va la considérer comme une onde. Pourquoi ils l'ont prise comme une onde? Parce que les interférences des ondes d'avant ont été déjà étudiées, les interférences acoustiques. Ils se sont rendus compte qu'on avait ce cas-là dans le cas des interférences acoustiques. C'est-à-dire c'était des choses qui ont été déjà vues auparavant. Donc, quand ils ont fait cette expérience, le canon électron, ils se sont rendus compte. Donc voilà, si je peux donner comme petite explication. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Allez, ne me dites pas, monsieur le PDF ou là, monsieur, s'il n'y a rien. Alors, si vous n'avez pas de questions, alors on se donne, écoutez, moi j'ai prévu un cours à 9 heures du matin. Donc, je pense que c'est bon pour tous, hein. Personne ne rouspète, donc on se voit samedi toujours en virtuel. Normalement, le cours, je le démarre à 9 heures. Moi, j'ai prévu 3 heures, mais on fera. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée.